Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. Aujourd'hui, voici une première vidéo de toute une série dans laquelle je vais vous présenter mon parcours scolaire, militant, mais aussi intellectuel, pour que vous puissiez comprendre comment je suis passé de l'extrême gauche à, sur certaines positions, aujourd'hui des positions beaucoup plus à droite. Et pour cette première vidéo, je vais faire le plus simple, je vais vous présenter mon parcours scolaire. Alors ce qu'il faut d'abord savoir en préambule, c'est que j'ai des soucis de santé qui sont divers et variés, et au final assez massifs, ce qui fait que dès l'adolescence, j'ai été intéressé par toutes les questions liées à la biologie, et donc dès l'adolescence, j'ai eu la vocation de faire de la recherche en biologie. J'ai donc essayé de passer un bac S, et je dis bien essayer car je n'ai jamais réussi à l'avoir en fin de compte. Donc je l'ai passé au début des années 2000, quand il était encore un petit peu plus dur que ce qu'il n'est aujourd'hui. Il suffit de voir l'inflation toutes les mentions très bien au bac pour voir quand même que le niveau baisse largement. Et donc, au début des années 2000, j'ai passé le bac S sans jamais réussir à l'avoir. J'ai redoublé ma première, puis ma terminale. D'ailleurs, à la fin de la première terminale, j'étais complètement écœuré du système scolaire et je voulais carrément laisser tomber. Mais à cette période, il se trouve que j'étais déjà militant d'extrême gauche et que j'avais entendu parler du lycée expérimental de Saint-Nazaire, qui est un lycée donc sous la tutelle de l'éducation nationale, qui est tenu clairement par des profs gauchistes, mais qui s'assument. Donc c'est un lycée autogéré, où il n'y a que les profs et les élèves, et vous n'avez pas de personnel administratif, tout est autogéré. Donc plutôt que de renoncer, j'ai décidé de faire une deuxième terminale dans ce lycée autogéré. Donc cette année-là, j'ai pu découvrir donc relativement tôt dans mon parcours militant l'autogestion, concrètement, avec ses bons et ses mauvais côtés, mais au final, ça ne m'a pas permis d'avoir le bac, puisqu'il me manquait quelques dixièmes de points, et au lycée autogéré de Saint-Nazaire, eh bien, il n'y a pas de notes, et donc le jury n'a pas pu harmoniser, entre guillemets, et me donner le bac. Donc je me suis retrouvé à 20 ans, sans le bac, et avec déjà un parcours scolaire assez chargé. Donc l'avantage, c'est qu'au lycée expérimental, j'avais quand même entendu parler d'un équivalent bac pour les gens qui veulent reprendre des études, qui s'appelle le DAE, le diplôme d'accès aux études universitaires, qui est un diplôme qu'on prépare à l'université en formation continue en cours du soir. Donc il y en a deux options, une option A pour les littéraires et une B pour les gens qui veulent reprendre des études bien plutôt scientifiques. Et donc, à 23 ans, donc, une fois que j'ai eu les critères pour pouvoir passer cet équivalent bac, puisqu'il faut avoir travaillé un certain nombre d'années, ou travailler ou chômer, moi j'ai fait un petit peu des deux, entre 20 et 23 ans, et donc j'ai passé ce DAE-B en cours du soir, à l'université du Mans. Donc grosso modo, vous avez 4 soirs de cours par semaine, 2 heures à chaque fois. Nous on avait du français, des maths, de la chimie et de la bio. Alors c'est un équivalent bac qui donne accès au supérieur, mais qui est quand même plus light, en tout cas à l'époque était plus light que le bac, puisque j'ai eu plus de 15 de moyenne à la fin de l'examen, alors qu'au bac j'ai jamais réussi à avoir le 10. Donc c'est quand même un petit peu plus léger, c'est pour des gens qui n'ont pas forcément les bagages scolaires à la base. Et donc je l'ai eu. Donc c'était la preuve que bon, l'adolescence, chez certaines personnes, c'est vraiment pas le moment, et moi clairement c'était pas le moment de passer des examens. Donc une fois que j'ai eu le DAE, j'ai commencé des études en biologie. Alors je suis du Mans, mais pour ces études, je suis allé à Tours, puisque la licence de biologie me semblait plus pertinente là-bas, avec moins de sciences de la Terre notamment. Et donc j'ai fait cette licence en 3 ans, donc le cursus normal, avec une option génétique. Alors j'ai donc commencé mes études à un âge où d'autres les finissent. J'avais un peu plus d'expérience de la vie. Suite à cette licence, j'ai continué en master recherche, qui permet donc après de faire des doctorats. Alors, au début, j'avais envisagé d'aller sur la région parisienne pour faire vraiment ce qui m'intéressait, donc la génétique, la biologie moléculaire, ce genre de choses. Mais bon, très vite, quand on ouvre une feuille de calcul et qu'on fait le budget, on se dit que non, on va peut-être pas aller sur la région parisienne. Et donc, j'ai fait mon master recherche en biologie, physiopathologie précisément, à Tours, dans la continuité de ce que j'avais fait en génétique. Donc au cours de ces années, j'ai fait des stages dans différentes unités INSERM et CNRS pour mon stage de fin d'études de 6 mois, que j'ai fait dans
une unité de l'INSERM, donc qui est spécialisée en recherche biomédicale, contrairement au CNRS qui fait un peu de tout. Et il m'est donc apparu à ce moment-là que je me suis posé des questions. C'est-à-dire que j'ai toujours été intéressé par la biologie au cours de mes études. J'ai fait des stages qui étaient de niveau technicien, etc. Mais en faisant le stage de fin d'études, des choses ont commencé à me gêner. D'autant plus donc, que c'était l'époque où je m'interrogeais politiquement. C'était l'année, par exemple, du mariage gay. Donc moi, j'ai fait les manifs pour le mariage gay, mais des choses commençaient quand même à me gêner dans les discours politiques de l'époque. Il faut se rappeler aussi, même si c'est pas exactement dans les études, c'est à cette époque-là, notamment dans les milieux d'extrême gauche, que commençaient à apparaître les théories postmodernes, tous les discours sur le genre, etc. Et donc je me posais énormément de questions au cours de ce stage, de plein d'ordres différents. Alors déjà purement technique, la biologie, c'est comme tous les domaines de recherche, un domaine où il faut s'investir à fond intellectuellement dedans. Donc on est toute la journée à lire des publications, faire des manips, etc. Mais contrairement, je pense, à d'autres domaines, plus de sciences dures, comme la physique, les maths, etc., c'est un domaine où on est pris intellectuellement énormément, mais où ça ne demande pas d'investissement intellectuel majeur. C'est-à-dire qu'on est pris, mais sans trop réfléchir, en fait. Il faut être concentré sur le sujet, mais en fin de compte, on fait des manipulations, des expériences qui durent des mois et des mois avant d'avoir un résultat concret. Et entre-temps, on continue à se former, à lire des publications, mais intellectuellement, c'est pas très riche, quoi. Et clairement, moi, je me faisais chier. C'est un peu le souci. Également, il y a le fonctionnement de la recherche tel qu'il est aujourd'hui qui m'a énormément questionné à ce moment-là, puisque, notamment à l'INSERM, quand vous voulez faire de la recherche biomédicale, en fait, ce sont des unités mixtes. Vous avez des chercheurs en biologie pure et des médecins-chercheurs hospitaliers. Et il s'avère que le milieu des médecins hospitaliers est une vraie plaie. On ne va pas dire qu'il y en a 1 sur 2 qui est un gros arriviste, mais c'est quasiment ça. Ce sont des gens qui sont toujours dans la course, qui a la plus grosse pipette, qui a le plus gros budget. Enfin, c'est vraiment... Le milieu des médecins hospitaliers est quand même assez particulier au niveau du carriérisme. C'est extrêmement gênant. Et on s'aperçoit vite que même si on a un bac+8, en fin de compte, eh bien, on sera toujours le sous-fifre de ces médecins hospitaliers. Alors tous ne sont pas forcément des arrivistes. Moi j'ai fait mon stage sous la direction d'un de ces médecins. C'est quelqu'un de très sympathique, il n'y a pas de souci, mais la structure de toute organisation verticale fait que ce sont toujours les arrivistes qui grimpent et qui finissent par décider à un moment ou à un autre. Enfin, toujours, souvent. Et dans les milieux que j'ai vus de la recherche, c'est quand même fortement ça, quoi. Je me suis retrouvé dans des réunions d'équipes qui sont censées être démocratiques à l'INSERM, où j'ai eu l'impression d'être dans une organisation anarchiste, c'est-à-dire vous avez toujours les 3 mêmes qui ouvrent leur tronche et qui décident, et les autres qui regardent leur pompe. Donc bon, ça m'a pas énormément encouragé. Donc c'était également l'époque où je m'interrogeais sur la recherche en elle-même. Donc, notamment c'était l'époque du mariage gay, etc., avec les demandes de PMA, GPA, etc. Et donc j'ai toujours eu la vocation pour la recherche, mais dans un but contre le cancer, contre les maladies, etc., pour apporter un plus à l'humain, mais pas pour en faire un espèce d'enfant roi tyrannique. Parce que la question, par exemple, de la PMA et de la GPA, c'est donner un enfant à un individu en déployant une masse de technologies aberrantes, alors même qu'on sait que les gens qui élèvent les enfants seuls, ça donne des choses plus compliquées que quand on est à 2. Donc j'avais plein d'interrogations sur ces questions-là. En fait, la responsabilité sociétale de la science, clairement. Est-ce qu'on est là pour faire de la recherche et améliorer la vie des gens en ayant des traitements contre le cancer ou contre telle ou telle maladie génétique, ou est-ce qu'on est là pour favoriser l'apparition d'un consommateur, d'un enfant roi perpétuel, pour qui on va déployer des masses de techniques extrêmement coûteuses et aberrantes, et pour en fin de compte, à mon avis, une dégradation du tissu social. Donc j'ai ces questions-là également, et tout cela a donc fait à un moment que, je me suis vraiment posé les questions de continuer en biologie. Parce que vraiment c'est un milieu où... Moi j'ai toujours adoré par exemple faire les manipulations, enfin les manips, les expériences, la culture cellulaire, extraction d'ADN, les PCR, etc. D'un point de vue technicien, c'est toujours extrêmement agréable à faire.
mais est-ce qu'on veut être perpétuellement le sous-fifre d'un autre, contribuer involontairement à une marche vers le progrès, où le progrès technique et le progrès soi-disant social fusionnent pour donner un espèce de truc vaguement transhumaniste. Alors je dis transhumaniste, mais c'est... Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Où le progrès technique fusionne avec le progrès social, qui donne des choses complètement aberrantes. Donc également une question assez gênante, qui est quand même qu'aujourd'hui, moi ce que j'en ai vu, les gens qui ont bac plus 8 ne sont pas forcément les personnes les plus intelligentes. J'ai vu au cours de mon parcours universitaire beaucoup de gens arrêtés avant de commencer le doctorat, et qui sont des gens intelligents. C'est une question assez épineuse de savoir si aujourd'hui on favorise pas un peu les idiots. Les gens que j'ai vus qui étaient doctorants, au risque de paraître un peu méprisant, chez une bonne partie d'entre eux, j'ai pas vu l'étincelle de l'intelligence en fait. Ce sont des gens qui, en fait, aujourd'hui on favorise dans ces milieux-là les gens qui sont capables de se couler dans le moule de la recherche, c'est-à-dire d'être des espèces de robots qui publient, qui font des manips, ou en bio de toute façon, qu'on réussisse ou pas, on a un résultat. Mais j'ai jamais eu l'impression qu'on favorisait les gens intelligents ou qui avaient un esprit critique et un peu original. Au moins pour la bio, donc ça m'interrogeait. Puis la question aujourd'hui, on nous dit de la science sans conscience, qui n'est que ruine de l'âme. Moi, pour ce que j'en ai vu de l'intérieur, de toute façon, depuis que la science est institutionnalisée et n'est plus le fait de bourgeois qui font ça sur leur fonds propres, dans leur grenier, de toute façon, la science n'a plus de conscience, elle a délégué sa conscience en même temps que les subsides aux décideurs financiers, que ce soit l'État ou les entreprises privées. Donc tout ça a fait que, à cette époque-là, métaphoriquement, j'étais face à une alternative qui était... la métaphore que j'avais à l'époque pour la recherche, c'est un enfant qui jouait avec des allumettes dans une station essence. Et à un moment, fatalement, il y aura un incendie. Et à ce moment-là, je me suis dit, je ne veux pas faire partie de ceux qui auront déclenché l'incendie et qui en auront une responsabilité morale. Donc, à contre-cœur, pour toutes ces petites raisons, j'ai décidé de renoncer au moins temporairement à la recherche en bio. Donc j'ai même pas cherché de doctorat, alors qu'il y en avait un qui correspondait exactement à ce que j'avais fait. Et donc j'ai décidé de tenter autre chose, de mettre ça entre parenthèses. Et j'ai fait l'année suivante de ce master en biologie, j'ai fait un master complémentaire, donc un truc qui se fait en une année, une fois qu'on a déjà un bac plus 4 ou plus 5, dans un domaine totalement différent. J'ai donc fait un master en management et administration des entreprises, puisque j'avais beau être encore anticapitaliste à l'époque, j'ai toujours été intéressé par le monde de l'entreprise, le fonctionnement, etc. Et donc je me suis dit, pourquoi pas, parce que de toute façon on ne peut pas être libre et indépendant dans les milieux de la recherche, peut-être avoir une formation de gestion en entreprise pour peut-être un jour avoir ma propre activité ou quelque chose comme ça, et puis de toute façon ça peut être intéressant. Donc j'ai fait cette année qui a été effectivement extrêmement enrichissante intellectuellement, puisqu'elle m'a quand même largement sorti des milieux et des discours auxquels j'étais habitué sur l'entreprise, puisque on a vu ce master, c'est vraiment un truc complémentaire qui est fait pour donner une vision générale aux gens de ce qu'est la direction de l'entreprise. Honnêtement, c'est surtout bien pour ceux qui ont déjà en fait un diplôme d'ingénieur. Donc on a des cours en droit du travail, en management, en contrôle de gestion, des cours d'économie, aussi beaucoup de cours de comptabilité. J'ai donc découvert à la fois avec émerveillement et effroi le plan comptable général, ce plan qui catégorise, qui classe toutes les entrées et sorties d'argent que peut faire une entreprise, selon des normes très strictes, chose à la fois fascinante et totalement horrible d'un point de vue administratif. Et donc, comme ça, j'ai pu, pendant cette année, découvrir pas mal de choses, avoir un autre regard sur l'entreprise, parce que là, vous vous rendez compte que un patron, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de pression administrative, qui a des contraintes financières. Alors parfois, vous découvrez des discours aussi un petit peu vains, un petit peu vides, le discours notamment des cours de marketing, il y a des gens qui ont des doctorats en marketing. Alors bon, quand on a fait de la bio, on sourit un peu, mais au moins vous découvrez autre chose. Et du coup, ça m'a réellement ouvert l'esprit sur ces questions-là, ça a contribué. Également parce qu'en cette année-là, j'ai eu à fréquenter des gens que j'étais pas habitué à fréquenter à l'époque,
puisqu'on était encore dans les années 2014-2015, et notamment dans notre master, ce qui était encore assez rare, il y avait beaucoup d'étrangers extra-européens, des Africains, des Maghrébins. Et donc j'ai eu à côtoyer ces gens, et notamment à travailler en équipe avec, pas mal à vraiment travailler avec les personnes de cette culture. J'avais absolument aucun a priori du tout à l'époque sur notamment la culture musulmane, et c'est après ça, après avoir discuté beaucoup avec mes petits camarades avec qui je travaillais en groupe, que j'ai commencé à lire le Coran en fait, et à lire la Sira, c'est-à-dire la biographie du prophète, parce que cette année-là m'est aussi apparu le fait qu'il y avait quand même, manifestement quand même un sérieux problème, notamment d'antisémitisme et de côté extrêmement réactionnaire chez beaucoup dans la culture musulmane, parce que cette année-là c'était aussi l'année des affaires Dieudonné dont on avait beaucoup parlé, que Manuel Valls avait interdit ces spectacles, et en fait moi dans le lot j'en avais 2 ou 3 qui étaient dieudonistes, mais vraiment, c'est-à-dire qui étaient sur les sites d'égalité et réconciliation, qui faisaient des quenelles et à la compagnie. Ils ont failli nous faire d'ailleurs avant l'affaire Dieudonné une quenelle collective sur la photo de classe. On aurait eu l'air très con, heureusement qu'on a été plusieurs à dire non. Et donc cette année-là, j'ai été confronté, en plus de la découverte intellectuelle, on va dire, d'autres choses que les discours d'extrême gauche, à aussi une forme d'altérité culturelle, qui était quand même beaucoup moins fréquente à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui, même si j'ai fait mes études aussi avec des gens d'origine maghrébine, notamment des Kabyles, des gens qui venaient de Kabylie directement après le bac. Des gens très gentils d'ailleurs, généralement, les Kabyles, je trouve, ceux que j'ai eu à fréquenter. C'est les autres qui posaient problème pour le coup. Mais là, vraiment, j'ai été vraiment immergé avec des gens plus massivement, et puis à la fin, quand vous faites le compte, vous vous rendez compte qu'il y a au moins quand même un tiers des gens que vous connaissez de culture musulmane, enfin, qui sont même musulmans, qui posent problème soit sur des questions de créationnisme, alors qu'ils ont des bac plus 5, ou sur la question de l'antisémitisme et du complotisme. Donc il y a un moment, j'étais encore d'extrême gauche à l'époque et très ouvert sur les cultures, machin truc, etc. Même si je n'ai pas forcément été le plus fan au monde du multiculturalisme, puisque j'ai eu une éducation républicaine, on a très peu de culture politique familiale, donc j'ai été éduqué par la République française, surtout, donc j'étais moyennement multiculturaliste comme tout le monde, j'ai envie de dire, mais cette année-là, pour le coup, m'a fait poser beaucoup de questions, quoi. Quand vous faites le compte, vous voyez qu'il y a un tiers des personnes qui posent problème par rapport aux valeurs françaises, sur la tolérance, sur la science, etc. Vous commencez sérieusement vous interroger. En tout cas, donc une année extrêmement riche intellectuellement à tout point de vue. Et puis ensuite, j'ai décidé de ne pas m'arrêter là et de me faire plaisir une année supplémentaire, puisque en tant que militant d'extrême gauche à l'époque, eh bien, même si j'ai une formation scientifique, depuis mes 18 ans, en fait, je lisais énormément de livres de sociologie critique bourdieusienne, etc., sur le mouvement ouvrier, etc. Pardon. Et donc ça faisait des années que ça me trottait dans la tête, en fait, de valider toutes ces connaissances en sociologie par un diplôme, par une licence. Et donc j'ai décidé, donc l'année 2014-2015, d'entrer en licence de sociologie. Donc je suis entré directement en 2e année, comme j'avais déjà plein de diplômes. Ils m'ont pas fait faire la L1. Et donc j'ai pu découvrir bien la sociologie d'un point de vue un peu plus le discours académique, parce que moi j'avais vraiment que des lectures très sélectives sur la sociologie critique, et ça a été une année assez particulière parce que là je commençais réellement à me détacher en fait de l'idéologie d'extrême gauche, voire toute la question, parce que d'un point de vue politique à ce moment-là, vraiment la question du progrès, du progressisme, etc. me posait énormément de questions. Donc à la fois les questions technologiques, mais aussi, comme je vous l'ai dit, c'est à ce moment-là qu'apparaissaient les discours postmodernes dans l'extrême gauche, et qu'on voyait bien que c'était aberrant, que c'était des discours d'enfants rois qu'on ne pouvait pas contredire, qui en plus, à cette époque-là, il y en a eu peu, mais il y a eu quelques violences au sein de l'extrême gauche, notamment chez les libertaires, avec des gens qui empêchaient des réunions publiques, des choses comme ça, et comme par hasard, c'est toujours les mêmes qui empêchaient les débats. Donc je commençais à me poser à cette époque-là, pile en commençant mon année de sociologie, vraiment des questions sur l'extrême gauche et les contenus politiques. Et donc cette année-là, eh bien, j'ai eu un regard critique sur la sociologie, et j'ai été extrêmement mal à l'aise pendant cette année, alors que c'était une année d'études que je voulais faire depuis très longtemps. Et donc j'ai vu les biais intellectuels et politiques qu'avaient ces profs en cours sur certains sujets. Donc c'était assez déplaisant, parce que vous vous rendez compte que ce que vous avez longtemps pris pour un discours vrai, avec un V majuscule, la vérité, est en fait un discours politique extrêmement orienté. Et ça je le savais, parce que
fatalement, quand on est étudiant d'extrême gauche, on côtoie énormément de militants qui font de la socio. On a plein d'étudiants en socio, très clairement. C'est pas une caricature. Et avec les camarades, on savait d'avance que la sociologie était quelque chose de biaisé vers la gauche. Je me rappelle plusieurs discussions avec un camarade plutôt de la mouvance autonome, on en rigolait, on se disait, mais comment les autres étudiants en socio ne voient pas le biais intellectuel? Ils ont l'impression que c'est une science objective. Alors que nous, on le sait pertinemment que ça donne des armes à la gauche. Du moins telle qu'est la socio aujourd'hui, parce qu'on peut aussi penser une sociologie qui soit pas d'extrême gauche. Mais on voyait, nous, très clairement, les biais intellectuels et qui allaient dans le sens. La preuve, personnellement, j'ai quasiment pas fait grand-chose cette année-là, entre autres parce que j'ai été malade, j'ai raté la moitié du premier semestre, et à la fin, je suis passé sur le billard, même tellement j'étais KO, et pourtant, toutes les matières que je me suis amusé à passer, j'ai eu 14, 15 de moyenne facilement, tout simplement parce que ce qu'on nous demande sur les copies, il suffit de dégueuler un discours de gauche, en fait, dans la plupart des matières, pour avoir une bonne note. Et c'est toujours amusant de voir que vous avez des jeunes qui galèrent à apprendre plein de trucs sur la sociologie pour leurs examens, et que vous, c'est extrêmement facile, Vous avez juste à retenir 2-3 noms, et puis après, vous faites une tambouille qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec l'examen, et du moment que c'est de gauche, ça passe. Je sais qu'il y a un examen, j'ai brodé sur une critique du libéralisme. À l'époque, je venais de lire une brochure de Tikkun, donc les anarcho-autonomes, les autonomes tendance insurrectionnelle. J'avais découvert l'existence du mot Weltanschauung, qui veut dire vision du monde en philosophie allemande, et je m'étais amusé à le caser gratuitement dans une copie. J'ai dû avoir 14 ou 15 dans la copie en racontant ça et plein d'autres conneries, Donc vous posez des questions. C'est vraiment pas violent. Il y a même un examen que j'ai eu le jour de l'attentat de Charlie Hebdo. J'ai découvert qu'il y avait un attentat à Charlie Hebdo à midi, juste avant de partir l'examen, qui était à 1h. Donc pendant tout l'examen, j'ai pensé à dire putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, Parce qu'à l'époque, ils annonçaient à ce moment-là 2-3 morts, et sans même se concentrer sur un examen, vous avez 14 ou 15. Donc si vous êtes étudiant de socio et que vous regardez cette vidéo, si vous n'arrivez pas à avoir la moyenne, c'est que vraiment vous n'êtes pas fait pour les études supérieures. Je vous le dis clairement. Si vous n'arrivez pas à avoir moyenne en socio, en L2 ou L3, c'est que les études, c'est pas fait pour vous. Et donc voilà pour ce qui est en tout cas de mon parcours universitaire. Donc quelque chose d'assez éclectique, assez riche, qui d'ailleurs n'a pas été à mon avantage quand j'étais d'extrême gauche. Ça, c'est un truc qu'il faut souligner, puisque les discours d'extrême gauche aujourd'hui s'appuient énormément depuis des années et des années sur le discours sociologique, sur la sociologie critique de gauche, etc. Ce qui fait que les étudiants, notamment en sciences humaines et en sociologie, ont naturellement, ils ont ce que j'appelle personnellement donc la double légitimité, c'est-à-dire qu'ils ont un savoir universitaire qui leur sert dans les milieux légitimes, les institutions, etc., et dans les milieux militants. Moi, personnellement, je faisais un diplôme, je passais des études scientifiques, et donc je vais me former à côté, en plus des études scientifiques, en sociologie, etc., ce qui fait que je devais, entre guillemets, ramer 2 fois plus que ceux qui étaient étudiants en sociaux. Ce qui m'a toujours posé question d'ailleurs, et ce qui est d'autant plus... on se sent d'autant plus lésé, en plus, que cette formation en biologie, moi, me permettait de comprendre certains enjeux que mes petits camarades ne comprenaient pas. C'était notamment l'époque où on parlait encore beaucoup des OGM, etc. Et vous aviez beau expliquer aux gens et aux petits camarades en sociaux ce qu'étaient des OGM, et que la question des OGM, c'est pas une question de santé publique, c'est avant tout une question de politique agricole. Est-ce qu'on veut avoir une agriculture plus ou moins autonome, bref, ce sont des questions politiques et économiques plus que de santé publique. Les gens, vos petits camarades, ne comprennent pas. Et ce qui triomphe à la fin, c'est leur discours politique. C'est-à-dire qu'eux ont des formations universitaires qui leur servent dans les milieux politiques, et vous avez une formation scientifique qui vous desserve complètement, parce que vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur les questions scientifiques. À gauche, c'est l'irrationnel le plus complet. Donc c'est quelque chose qui, ça, par exemple, m'a énormément frustré pendant mes années de militantisme. Et donc voilà pour mon parcours universitaire, assez scolaire, assez atypique, je pense, quand même, par rapport à la moyenne.
assez riche qui m'a appris pas mal de choses sur le tard, ce qui fait que j'ai eu aussi plus de regards critiques que n'aurait pu l'avoir des jeunes. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura éclairé en partie sur mon parcours, sur pourquoi je peux faire certaines vidéos. Et eh bien, pardon, je fais tout d'un coup, je ne ferai pas de cut dans cette vidéo, même s'il y a du bruit au-dessus. Et donc, maintenant les formules rituelles. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et également, n'hésitez pas à me poser des questions sur ce parcours, peut-être que je répondrai en commentaire ou dans une vidéo annexe, je ne sais pas encore. Et sur ce, eh bien, je vous dis... Il y a vraiment du bruit, hein. Je ne sais pas si ça s'entend au micro, mais là, pénible au-dessus. Et bref, sur ça, je vous dis à la prochaine.